Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que vous n'avez probablement jamais entendue. C'est sur les origines et les croyances des Rapa Nui, le peuple originaire de l'île de Pâques, selon son nom occidental. Mais cette incursion en terre de Moai ne vous laissera pas indifférent, puisque la réalité dépasse de loin la fiction. Le récit qui va suivre est le fruit de 10 ans de recherche du célèbre ethnologue et archéologue français Francis Mazières. Le chercheur a été accompagné et soutenu dans son travail pendant ce long séjour sur le nombril du monde par son épouse Tila, archéologue, elle aussi, et qui parlait couramment la langue traditionnelle des Rapa Nui. Sur le terrain, il tente dès 1963 de percer le secret des Moai, ces statues mystérieuses dressées sur l'île de Pâques. Il raconte cette expérience dans son livre « Fantastique île de Pâques », best-seller tiré à près d'1 million d'exemplaires et traduit dans de nombreuses langues. Bien que ce que vous allez entendre et apprendre dans le cadre de cette vidéo peut sembler farfelu, voire même de la science-fiction, est cependant vrai. Mazières lui-même était conscient que les dinosaures de l'archéologie orthodoxe ne voulaient pas entendre les conclusions de son travail de longue haleine sur le terrain. Pour ce fait, bien qu'il ait donné beaucoup de conférences sur le sujet, il évitait de parler trop ouvertement à la télévision. Les bien-pensants d'hier, comme d'aujourd'hui, entourent d'un mur de silence tout ce qui pourrait renverser leurs limites bien établies. Comme un avant-goût de ce qui suivra dans ce documentaire, voilà quelques affirmations que ces informateurs, les derniers sages de l'île, lui racontèrent, tout en soulignant qu'ils détenaient ces enseignements dès leurs arrière-grands-pères. La première planète que les hommes vont connaître est Vénus. Notre corps ne peut résister plus de 2 mois sur les planètes. Il existe des gens parmi nous que nous ne pouvons pas voir. Seule notre Terre possède des hommes de différentes couleurs. Des gens vivent sur la Lune. Et beaucoup plus encore. Affirmation prononcée avec assurance et sans l'ombre d'un doute par le vieux Rapa Nui lépreux, Gabriel Ververin, en 1962, et que nous allons écouter en intégralité en fin de cette vidéo. Chers amis explorateurs, bonjour et bienvenue. Êtes-vous prêts à vous lancer dans cette nouvelle aventure? Allons-y. Les mystères du triangle polynésien. Des vestiges grandioses émergent des flots azurés du triangle polynésien, gigantesques puzzles archéologiques semés sur des îles perdues, colosses de pierre dressés vers le ciel, temples ensevelis sous la lave, cités entières englouties sous les eaux turquoises. Ces trésors en disent long sur le passé glorieux des grands navigateurs polynésiens. Hardis explorateurs, ils sillonnaient l'immensité du Pacifique sur leurs pirogues, guidés par les étoiles et les oiseaux. Mais leurs civilisations se sont effondrées, emportant dans la nuit des temps les secrets de leur apogée et de leur chute. Seuls persistent les vestiges grandioses de Nan Madol ou des Moai de l'île de Pâques, ultimes témoins d'âges révolus qui n'ont pas livré tout leur mystère. Les ancêtres des Polynésiens d'aujourd'hui vivaient jadis dans le centre même de la civilisation mondiale. Sur ces îles, baignées par les eaux de Pacifique, on peut découvrir les souvenirs d'une grande civilisation. Il y a de gigantesques temples de pierre, des murs de pierre cyclopéens, des canaux, des routes pavées, d'innombrables monolithes, des statues, œuvres qui ont exigé des ressources continentales et des ouvriers habiles. Ces vestiges, nous ne les trouvons pas sur un grand continent, mais au contraire sur de minuscules îles habitées par des indigènes. Les grandes ruines ne peuvent être que les travaux d'une grande civilisation disparue qui existait il y a des millénaires et de laquelle nous ne savons rien. Des souvenirs sont nombreux
éparpillés, et il est difficile de savoir par où commencer leur description. Le préférable est de commencer par les mystérieuses statues de l'île de Pâques, qui sont mieux connues que les autres vestiges. Outre les Moai, l'île de Pâques présente d'autres mystères, comme le culte de l'homme-oiseau Tangata Manu, les tablettes de bois couvertes de signes indéchiffrables, Rongo Rongo. Cependant, d'autres îles du Pacifique comme Nanmadol en Micronésie, Tonga, les îles Mariannes ou les îles Carolines conservent des vestiges de constructions mégalithiques témoignant de civilisations anciennes, aujourd'hui disparues. Leur origine et leur histoire sont mal connues. Certaines théories avancent que ces civilisations océaniennes auraient un lien avec le mythique continent englouti de Mu, berceau d'une civilisation ancestrale très avancée qui se serait effondrée après une catastrophe. Mémoire de la Terre des Rapa Nui. L'île de Pâques est un joyau perdu dans l'immensité du Pacifique Sud. Cette terre mystique a été sculptée par les caprices de la nature, émergeant de l'océan, façonnée en un triangle de lave spectaculaire, avec des côtés de 24, 18 et 16 km, un chef-d'œuvre géométrique naturel. Déployée sur 163,6 km², elle dévoile des landes balayées par le vent et broutées par des moutons sauvages. 3 volcans éteints, 3 se dressent, tels des sentinelles de pierre, marquant les sommets de ce territoire fascinant. Au centre, le grand désert du vent où peu d'hommes ont osé s'aventurer. Un sanctuaire où les hommes ne se sont installés que par intermittence. Tout autour, dans les éboulis, les grottes, parmi les statues effondrées et les allées pavées plongeant dans la mer, subsistent les traces d'une civilisation disparue. Jardins en terrasse, pétroglyphes énigmatiques, maisons de pierre, l'île garde en mémoire le passage de ses premiers habitants. Comme partout en Polynésie, les Rapa Nui vécurent au bord de l'océan, pêchant dans ses eaux poissonneuses, naviguant sur ses flots changeants. Leurs pirogues allaient et venaient entre les anses de cette terre isolée qu'ils appelaient le nombril du monde. Aujourd'hui, le mystère demeure. D'où venaient ces hardis navigateurs? Comment érigèrent-ils les centaines de Moai, ces colosses de pierre tournés vers l'intérieur des terres? Quel désastre ou quelle folie conduisit à l'effondrement de leur civilisation? L'île de Pâques, ou Rapa Nui en langue polynésienne, est l'un des endroits habités les plus isolés du monde. Perdue dans l'immensité du Pacifique Sud, à plus de 3500 km du Chili, elle fascine par les mystères de son passé. D'après une théorie controversée, elle aurait fait partie du mythique continent englouti de Mu, berceau d'une civilisation ancestrale au savoir très avancé. Ses premiers habitants, arrivés vers l'an 500 après Jésus-Christ, seraient des rescapés de ce territoire englouti sous les flots des milliers d'années plus tôt. Ils appartenaient à la race blanche, ce qui les rapprocherait des anciens Muiens. Grands, à la peau claire et aux yeux sombres, ils possédaient en effet des traits physiques inhabituels pour des Polynésiens. Selon la légende, l'humanité aurait fait sa première apparition sur Terre, sur le continent de Mu. L'île de Pâques et les autres îles polynésiennes ne seraient que les vestiges de ce territoire malheureux englouti sous les flots. Quoi qu'il en soit, les Rapa Nui ont développé sur cette terre isolée une culture unique, érigeant des centaines de Moai, ces statues géantes taillées à même le roc volcanique. Leur technique était très sophistiquée, utilisant des outils en pierre taillée. Au XVIIIe siècle, lorsque les Européens découvrirent l'île,
seuls subsistaient des vestiges d'une culture jadis florissante. L'île garde ses secrets, mais révèle aussi la formidable ingéniosité et la profonde spiritualité de ceux qui l'habitèrent jadis. Ses paysages grandioses, ses trésors archéologiques, son histoire fascinante en font l'une des destinations les plus prisées des explorateurs à la recherche de la magie des temps anciens. L'homme oiseau de Rapa Nui, messager divin d'un monde englouti. Parmi les plus grandes énigmes de l'île de Pâques subsiste la fascinante légende de l'homme oiseau. Dans les croyances des anciens Rapa Nui, il était le messager du monde des esprits, le médiateur entre le divin et le profane. Les oiseaux ont toujours été pourvoyeurs de mystères dans l'imaginaire polynésien. Créatures ailées et libres, ils symbolisent les forces créatrices qui donnèrent vie aux premières terres émergées. Or, selon la mythologie du légendaire continent de Mu, disparu sous les flots de l'océan Pacifique, les oiseaux étaient les représentants du Créateur sur Terre. Leur culte était répandu chez les peuples du nord-est de Mu. Les oiseaux étaient considérés comme un lien entre le monde des vivants et le monde des âmes. Ils étaient les messagers des esprits, des ancêtres eux-mêmes et des dieux. L'île de Pâques ne serait-elle donc qu'un vestige de ce territoire englouti, refuge pour les survivants d'une civilisation ancestrale? La présence du culte de l'homme-oiseau sur cette terre isolée renforce le mystère de ses origines et de ses croyances. Aujourd'hui encore, comme réminiscence d'un ancien rituel, chaque année au solstice d'été, la cérémonie du Tangata Manu commémore ce messager ailé. Les participants escaladent le volcan Ranokau pour récupérer le premier œuf pondu, symbole de fertilité et de renouveau. Le Tangata Manu, littéralement homme-oiseau en Rapa Nui, était le gagnant d'une compétition traditionnelle annuelle qui avait lieu au village cérémoniel d'Orongo, au sud-ouest de l'île de Pâques. Actuellement, le village d'Orongo constitue le plus grand site archéologique et cérémoniel de l'île de Pâques. Et les îlots Motu Nui, Motu Iti et Motu Kao Kao, importantes zones de nidification face au majestueux volcan Ranokau, ont vu la naissance de ce culte ou rituel rendant hommage au dieu Makemake. Dans l'histoire reculée de ce peuple, chaque printemps, un événement extraordinaire avait lieu sur l'île de Pâques. Des guerriers intrépides des différents clans s'élançaient à l'assaut des falaises abruptes et des flots déchaînés dans l'espoir de devenir Tangata Manu, l'homme-oiseau vénéré. Il devait atteindre l'îlot rocheux de Motu Nui, nidification des Manutara, hirondelles de mer sacrées dans la culture Rapa Nui. Le premier à s'emparer d'un œuf intact et à le rapporter à son chef tribal serait couvert de gloire et verrait les siens régner sur l'île pendant 1 an. La légende raconte que le gagnant recevait des pouvoirs surnaturels. On le rasait entièrement, peignait son corps avec des motifs rituels, puis l'isolait dans une grotte sacrée. Personne ne devait l'approcher, sous peine de terribles malédictions. Seuls quelques prêtres lui apportaient de la nourriture en offrande. Tangata Manu devenait ainsi l'émissaire du dieu Makemake sur terre. Mi-homme, mi-oiseau, il survolait l'île tel un esprit messager et apaisait les conflits entre les clans. On sculptait son effigie, mi-humaine, mi-aviaire, dans la pierre volcanique en signe de vénération. La compétition a pris fin au XIXe siècle avec l'arrivée des missionnaires et des épidémies dévastatrices. Mais aujourd'hui encore, la tradition perdure à travers la cérémonie du Tangata Manu qui ouvre le festival Tapati chaque année. Des représentants de chaque clan, appelés Hopu Manu,
plonge dans la mer démontée pour récupérer des œufs factices. Le gagnant reçoit une statue de l'homme-oiseau, perpétuant la mémoire de ce messager ailé entre le ciel et la terre. L'Odyssée des Rapa Nui. C'est par une nuit sans lune que le grand roi Otumatua et sa suite quittèrent leur terre natale à bord de 2 imposantes pirogues. Guidé par un songe prophétique, il était déterminé à trouver une nouvelle île où son peuple pourrait prospérer. Après de longues semaines de navigation, bravant les vents capricieux et les courants traîtres du vaste Pacifique, les silhouettes familières des Moai se dessinèrent à l'horizon. Otumatua avait atteint le nombril du monde, Te Pito, Otehenua, que les Européens allaient plus tard baptiser Rapa Nui, l'île de Pâques. Pour le peuple Rapa Nui, ce fut le signe que leur roi était prédestiné à régner sur cette nouvelle terre. Sous sa conduite visionnaire, une fabuleuse civilisation allait voir le jour, marquant à jamais ces rivages solitaires de son empreinte indélébile. La légende raconte que le roi Otumatua régnait jadis sur la terre de Maori, dans le mystérieux continent de Hiva. Mais un jour, il vit que la terre s'enfonçait lentement dans l'océan. Ayant eu une vision prophétique de la catastrophe imminente, il décida de fuir avec son peuple. Ils prirent la mer sur 2 grandes pirogues, emmenant hommes, femmes, enfants et anciens. Lorsqu'ils atteignirent l'horizon, Otumatua constata avec effroi que Hiva avait sombré sous les flots, ne laissant émerger qu'un petit bout de terre, son ancienne patrie, Maori. Bravant les courants redoutables du Pacifique, Otumatua finit par apercevoir une île isolée. Il y débarqua dans la baie d'Anakena en juillet, au cœur de l'hiver austral. Par un étrange coup du sort, juillet était justement la saison propice pour rallier ces terres perdues depuis les archipels polynésiens. Ainsi, Otumatua y fonda un nouveau royaume. Ses descendants y bâtirent une fabuleuse civilisation, avec ses moai, ses tablettes de bois gravées d'une écriture mystérieuse, ses cultes de l'homme-oiseau. Une autre légende, transmise par Ayur Oviri Porotu, dernier savant de l'île, parle ainsi. La terre de l'île de Pâques était une terre beaucoup plus grande, mais, à cause des fautes commises par ses habitants, Uoke, leur dieu, la fit basculer et la brisa avec un levier. Plus important, la tradition dit que Sala Igomez, îlot situé à 161 km de l'île de Pâques, faisait autrefois partie de cette terre et son nom, Motu Motiro Hiva, signifie îlot à proximité d'Hiva. Plusieurs indices géologiques récents viennent étayer la possibilité d'un tel effondrement continental dans cette zone, malgré l'incertitude des scientifiques. 2 informations rendent plausible cette possibilité d'un effondrement de continent. Lorsque le sous-marin Nautilus de l'US Navy effectua son tour du monde en 1954, il signala, à proximité de l'île de Pâques, l'existence d'un pic sous-marin extrêmement élevé et encore non identifié. D'autre part, lors des travaux effectués par le professeur H.W. Ménard en 1968 pour l'Institute of Marine Resources et Université de Californie, celui-ci non seulement signale au voisinage de l'île de Pâques une des plus importantes zones de fracture, mais la découverte d'un énorme pont ou crête de sédiments. La tradition, outre qu'elle garde la mémoire de ces bouleversements, raconte que le roi Otumatua vint du couchant. Après avoir fui la destruction de leur terre ancestrale, le roi Otumatua et son peuple auraient navigué vers l'est pour fonder un nouveau royaume sur l'île de Pâques. Il existe sur l'île 7 statues monumentales qui sont les seules qui regardent la mer et les seules orientées vers le couchant. Elles marqueraient encore la direction de leur odyssée depuis les archipels des Marquises et des Gambiers.
Il faut s'imaginer cette population d'immigrés arrivant exténuée après son extraordinaire périple, ayant quitté un pays d'arbres et de chaleur, dit la tradition, et découvrant cette terre déserte, battue par le vent froid. Pour ces Polynésiens, 2 éléments essentiels allaient disparaître: le coco et l'arbre à pain, base essentielle de leur alimentation. Sous cette latitude, ces 2 arbres ne peuvent pas, en effet, proliférer et seuls 2 cocotiers ont survécu, tout en devenant stériles. Seuls les bananiers allaient résister bien à l'abri dans les jardins en profondeur des terres. Si la grande majorité de l'île n'est qu'un énorme conglomérat de lave boursouflée, le peu de terre qui recouvre cette croûte est d'une excellente qualité. La grande difficulté pour l'île est de pouvoir obtenir et maintenir des arbres. En effet, la profondeur de la terre végétale n'excédant pas 40 à 50 cm, les racines de ceux-ci doivent s'insinuer presque à horizontale. Étant donné la violence des vents, les arbres devaient être protégés par un muret de pierre et l'on retrouve fréquemment ces manavailles circulaires de 3 à 5 mètres qui étaient construits à proximité des habitations. De ces arbres ne restent aujourd'hui que quelques exemplaires dégénérés. Au crépuscule, sur la plage rose d'Anakena, nous nous tenons aux portes d'une épopée, prêts à arpenter le chemin du passé vers les vestiges d'une civilisation dont la grandeur résonne encore comme un écho à travers les âges. Dans cette quête, nous pénétrons dans le sanctuaire du silence, où le temps semble s'être figé, où chaque mégalithe et chaque ombre projetée raconte une histoire oubliée. Des habitations en pierre semblent surgir de la mémoire de la terre elle-même. Sont-elles l'écho des premiers navigateurs, ces vaillants explorateurs dont les pirogues, retournées, offraient un abri contre l'adversité de cette île énigmatique? Ou portent-elles l'héritage d'un savoir lointain, une technique architecturale qui trouve ses racines dans les traditions ancestrales des îles Marquises, traversant les océans du temps pour s'épanouir ici, en ce lieu sacré? En suivant ces traces, en écoutant le silence, nous renouons avec l'âme d'un peuple dont les rêves et les espoirs sont gravés à jamais dans le cœur de cette terre. Ensuite, notre quête nous emmène à la rencontre des mystères célestes qui ont marqué la mythologie et la terre de ce peuple insulaire. Le nom Uretiotiamoana résonne avec une aura vibrante et de révérence, car il désigne les aérolites, ces messagers célestes venus des confins de l'espace. Un aérolite, plus communément appelé météorite, une fois qu'il atteint la surface de la Terre, est un fragment de matière cosmique qui a survécu à son passage à travers l'atmosphère pour s'écraser sur le sol terrestre. Ces pierres tombées du ciel sont souvent enveloppées de légendes et de croyances, considérées comme des objets sacrés ou des présages divins. Sur cette île, 3 de ces visiteurs stellaires sont profondément ancrés dans le sol, témoignant de leur descente dramatique du firmament. Les indigènes gardent la mémoire de ces chutes spectaculaires, notamment celle de 1958, quand le dernier en date s'est abattu près de l'île, provoquant un soulèvement des eaux qui a ravagé la plage d'Anakena. La longue traînée de feu dans le ciel, avant que l'aérolite ne s'enfonce dans l'abîme, est gravée dans la mémoire collective et entrelacée avec la légende de Rani Topa, ou le ciel tombé. Cette légende raconte un temps où le ciel lui-même semblait s'être détaché de sa voûte, plongeant vers la terre sous le règne de Rokoroko Hetao, avant de reprendre sa place, laissant les hommes dans un mélange d'émerveillement et de terreur. Peut-être que ces événements cosmiques ont inspiré les ancêtres à sculpter les statues gigantesques de Matakiterani, ces sentinelles de pierre avec les yeux qui regardent le ciel, scrutant l'horizon et le firmament pour guetter les signes des dieux ou la répétition de tels phénomènes.
Les multiples visages imposants du dieu Makemake, avec leurs yeux démesurément agrandis, pourraient bien refléter le regard ébahi des hommes, se réfugiant dans les grottes face à la majesté et au mystère des cieux étoilés, témoins de ces corpuscules de brillance s'échappant des étoiles pour toucher la terre. Dans ce récit, les questions restent ouvertes, défiant les siècles d'archéologie qui ont tenté de percer les secrets de cette île. Les autres statues, tournant le dos à l'océan, surplombent les Ahus, ces majestueuses plateformes de pierre, et veillent sur les ombres des habitants qui animaient jadis les villages. Ces statues, uniques en leur genre, portent en elles un secret. Leurs yeux, gravés dans la pierre, restent ouverts, scrutant l'horizon des vivants, car elles sont les veilleuses des âmes qui reposent dans les caveaux sacrés. C'est dans ce lieu de mémoire, après un périple depuis les carrières lointaines, que les sculpteurs, dans un geste rituel, éveillaient les statues à la vie en ouvrant leurs yeux. Ces moaïs n'étaient pas de simples effigies de pierre. Elles incarnaient une réalité transcendante, une connexion entre le monde des vivants et celui des esprits. Couronnées de pukao, ces cylindres de tuf rouge, elles arboraient fièrement ce qui était considéré comme la réplique des coiffures traditionnelles des indigènes. Des turbans somptueux qui, selon Alfred Métro, imitaient la parure des ancêtres défunts. Mais ces turbans pourraient également porter en eux un symbole plus profond, évoquant peut-être la fontanelle, ce point mystique où, selon certaines traditions d'Asie et d'Afrique, la connaissance céleste infuse l'initié. Ces chapeaux de pierre, coiffant les statues comme des diadèmes de sagesse, ajoutaient une dimension sacrée à ces géants de pierre, établissant un pont entre le terrestre et le divin. Avec le temps, cependant, ces colosses ont succombé à l'inexorable étreinte de la nature, s'effondrant face contre terre, leurs coiffures de connaissances, éparpillées au vent, révélant leurs crânes dépouillés de toute parure. Dans leur chute, ils ont dévoilé les sépultures des Arikis, les rois de ce monde insulaire, où reposent, dans la sérénité du temps, les ossements de ceux qui, dans leur grandeur, ont donné naissance à des légendes, à des géants de pierre, veillant silencieusement sur les fragments d'un passé oublié. La légende ancestrale des Rapa Nui nous transporte aux origines mythiques de cette île mystérieuse, évoquant l'arrivée des premiers habitants, décrits comme les descendants d'une race primordiale aux traits distinctifs remarquables, de grande taille, avec de longs bras et un thorax imposant, des oreilles proéminentes, des cheveux d'un blond pur et une peau lisse et brillante. Curieusement, cette race ancienne ne maîtrisait pas le feu, une anomalie culturelle fascinante qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Cette légende trouve un écho intrigant dans la théorie controversée du docteur Paul Rivet, directeur du célèbre Musée de l'Homme. Rivet a postulé des contacts anciens entre les peuples de la Polynésie et ceux des Amériques, une hypothèse qui, malgré les débats qu'elle a suscités, repose sur des observations linguistiques et culturelles troublantes. Les parallèles linguistiques entre les langues de la Polynésie et celles de régions aussi éloignées que la Terre de Feu, les territoires Aymara de l'Équateur et l'ancien Pérou sont frappants. Des expressions identiques et des structures de langage similaires traversent ces vastes étendues d'océan, suggérant des échanges ou des influences réciproques à une époque préhistorique. Au-delà de la langue, les similitudes culturelles sont tout aussi fascinantes. Les sociétés de ces régions partagent une série d'éléments culturels comme la division en castes, l'unification des pouvoirs séculiers et spirituels, l'existence de langues cérémonielles distinctes du vernaculaire, des parures de plumes similaires, des concepts de propriété partagée, ainsi que des pratiques telles que les sacrifices humains et l'anthropophagie. Ces indices, dispersés à travers les continents et les océans,
tissent ensemble le récit d'une humanité beaucoup plus interconnectée qu'on ne le pensait auparavant. Pierre Honoré, l'historien et chercheur, nous transporte dans le monde des Urus, ces premiers occupants de l'Amérique du Sud, aux caractéristiques physiques distinctives, connus pour leur crâne allongé ou dolicocéphale. Ces peuples, parleurs de la langue arawak, construisaient leurs demeures dans les recoins paisibles et sur les îlots du vaste lac Titicaca, établissant leur présence depuis les contreforts andins jusqu'aux rivages du Pacifique. Leurs embarcations de roseaux, similaires à celles dépeintes dans les sculptures de l'île de Pâques, suggèrent un lien entre ces cultures distantes, peut-être originaires de l'Amazonie. L'idée de connecter l'énigmatique écriture de l'île de Pâques avec les scripts des civilisations indiennes et du Pacifique, loin d'être farfelue, trouve un écho dans les observations d'Alfred Métro. Il a noté que les pictogrammes utilisés par les Indiens Kuna de Panama partagent des symboles frappants avec ceux trouvés sur l'île de Pâques, suggérant une toile de liens culturels tissée à travers le Pacifique. Les fouilles sur l'île de Pâques ont révélé une coexistence fascinante de crânes dolicocéphales, typiques des Urus, parmi des populations aux crânes plus ronds ou brachycéphales, ajoutant du poids à l'hypothèse que les peuples de l'Amérique précolombienne auraient pu naviguer jusqu'en Polynésie et y laisser une empreinte durable. Cette idée trouve un écho dans les légendes polynésiennes de figures mythiques telles que Tupa et Tiki, qui, selon la tradition, seraient venues de l'Est. Légendes, coutumes et rituels occultés de l'île de Matakiterani. Sur le sable fin de la plage d'Anakena, nous nous rassemblions autour du vieux conteur Rapa Nui, sous le voile étoilé de la nuit. Francis Mazières nous transmet ces moments où, dans un silence respectueux, la voix du passé résonnait sans entrave, portant les récits d'un grand-père autrefois cannibale, mais gardien des chants ancestraux, des tailleurs de statues. Ces histoires, émanant d'un monde dont les chemins se sont perdus dans l'oubli, plongeaient l'auditoire dans l'étrangeté d'une vie révolue, sous la bienveillance des Atua, les divinités veillantes sur le cycle de la vie. Les traditions entourant la naissance étaient empreintes de sacralité et de rituels précis. Au cœur de ces coutumes, le four de pierre, l'umu, offert par le beau-père à sa belle-fille, symbolisait le respect et la vénération pour la nouvelle vie à venir. À cette occasion, les intestins d'un poulet, considérés comme un mets de choix, étaient réservés pour la future mère, tandis que le reste du repas était partagé avec la famille dans un esprit de communion et de sacré. Lors de l'accouchement, la mère, soutenue et massée par son époux, s'agenouillait à terre, une posture facilitant la naissance et la respiration. La tradition voulait que le cordon ombilical soit coupé avec les dents, une pratique évitant l'usage de l'obsidienne pour préserver le mana, cette force vitale, transmise par les parents, et sceller ainsi le destin de l'enfant. Un prêtre, témoin et garant des rites, interprétait les rêves prémonitoires qu'il avait faits la veille pour orienter le parcours de vie de l'enfant. Lors de ce rituel, le cordon ombilical et le placenta étaient soit précieusement enterrés, soit livrés aux vagues. Le prêtre prononçait à haute voix cette phrase qui témoigne de l'origine de ce petit peuple. Il s'écriait « Va, retourne à Iva ». Une autre coutume de l'île voulait que les familles de Rapa Nui s'adonnaient à l'enseignement d'un art ancestral, le kai-kai, un jeu rituel de ficelle. Cette tradition, encore préservée, était bien plus qu'un simple divertissement. Les enfants, guidés par leurs aînés, manipulaient habilement une boucle de ficelle pour créer des figures complexes, chacune racontant une histoire, un événement ou capturant l'essence d'une image précise de leur riche héritage culturel.
À chaque configuration, une psalmodie accompagnait le mouvement des mains. Un chant rituel qui donnait vie à la figure et en renforçait la signification. Le Kaikai n'était pas qu'un jeu. C'était une passerelle vers la connaissance, un préambule ludique à l'apprentissage de l'écriture Rongo Rongo, un privilège et un honneur réservés à quelques élus. Ce jeu de ficelle servait de support mnémotechnique, facilitant la mémorisation des récits et des connaissances ancestrales. L'enfance à Rapa Nui n'était pas simplement une période de jeu. Avec l'arrivée de la puberté, qui marquait non pas une étape, mais un passage vers une nouvelle liberté, les jeunes se retrouvaient dans les grandes maisons communales, les Are Nui. Ces lieux étaient des espaces d'apprentissage où la danse et d'autres formes de plaisir étaient enseignées, contribuant à la cohésion sociale et à la transmission des traditions. La vie quotidienne était rythmée par le partage des tâches. Les enfants participaient aux activités familiales, s'initiant aux travaux agricoles ou artisanaux, perpétuant ainsi les savoir-faire de leurs ancêtres. Mais cette idylle était bousculée par les périodes de conflit, transformant radicalement l'existence de ces jeunes âmes. Quand les guerres survinrent, les enfants durent se réfugier dans l'ombre froide des cavernes où beaucoup moururent de faim. Les anciens de l'île racontent que les hommes pouvaient autrefois voir dans l'obscurité des grottes, leurs yeux s'adaptant au noir profond, à l'instar des créatures nocturnes. Cette adaptation, cultivée dès l'enfance, leur permettait de naviguer dans les ténèbres sans l'aide de la lumière artificielle. Cette croyance, loin d'être une simple légende, trouve un écho dans la découverte étonnante faite par Mazière et son équipe. Au cœur d'un long couloir souterrain, s'étendant sur plus de 100 mètres, ils tombent sur des fresques d'une qualité exceptionnelle, témoignant d'un art maîtrisé et d'une expression culturelle riche. Le mystère s'épaissit lorsqu'ils réalisent qu'aucune trace de suie ou de charbon n'entache pas le plafond de la grotte. Un indice qui, dans les contextes habituels, aurait suggéré l'utilisation de torches ou de feux pour éclairer l'espace lors de la création de ces œuvres. Cette absence de preuve d'une source de lumière artificielle dans un lieu si confiné et éloigné de l'entrée de la grotte apporte de l'eau au moulin à la théorie des anciens. Elle suggère que les artistes qui ont réalisé ces fresques possédaient peut-être cette capacité remarquable à voir dans l'obscurité, leur permettant de travailler dans ces conditions sans recourir à la lumière du feu. Cette adaptation exceptionnelle aux conditions de faible luminosité pourrait non seulement expliquer comment ces œuvres d'art ont été réalisées dans de telles circonstances, mais encore ouvrir de nouvelles perspectives sur les modes de vie et les compétences des peuples anciens, remettant en question certaines hypothèses archéologiques établies. Sur les terres arides de l'île de Pâques, façonnées par les coulées de lave noire, se dévoile un monde souterrain fascinant, un réseau complexe de cavernes géantes appelées jardins en profondeur. Ces cavernes, d'une beauté surréelle, étaient autrefois des bulles de lave gigantesques, aujourd'hui éclatées et ouvertes, où les forces de la nature ont déposé au fil des siècles une fine couche d'humus, retenant précieusement l'eau de pluie. Dans ces jardins cachés, à l'abri des vents impétueux et de la sécheresse extérieure, les anciens habitants de l'île ont réussi à cultiver les bananiers et d'autres végétaux résilients arrachés à la terre ingrate des champs de lave. Ces oasis souterraines, reconnaissables à la touffe de verdure émergeant de la roche, s'étendaient sur des kilomètres, formant un labyrinthe verdoyant au sein d'un paysage par ailleurs stérile. Les cavernes adjacentes à ces jardins souterrains offraient refuge et protection aux populations locales. Aménagées avec des murs défensifs et des couloirs étroits, ces grottes abritant des lacs souterrains, véritables joyaux de vie dans un environnement où l'eau est un bien des plus précieux.
sans ruisseaux ni rivières. Les habitants de l'île dépendaient entièrement de ces réservoirs naturels pour leur survie, surtout durant les périodes de sécheresse et les conflits. Les guerres de surpopulation ont exacerbé la lutte pour l'accès à l'eau, transformant ces points d'eau en sites stratégiques, défendus jusqu'à la mort. L'île porte les stigmates de ces âges sombres, où la mort prenait deux visages, celui des conflits sanglants et des épidémies, et celui, plus apaisé, des périodes de calme où les survivants, peu nombreux, reprenaient possession de leurs terres, érigeant les statues mystiques qui font aujourd'hui la renommée de l'île de Pâques. Les étranges statues du volcan. À l'intérieur de l'enceinte sacrée du Rano Raraku, ce volcan transformé en carrière par les anciens habitants de l'île de Pâques, se dresse un assemblage impressionnant de statues, les moai, dont la stature moyenne atteint les 10 mètres. Plus de 200 de ces colosses en pierre parsèment le paysage, éparpillés dans un désordre qui semble pourtant obéir à une logique mystérieuse, chaque statue fixant du regard un point précis, peut-être une direction géographique ou une étoile lointaine. Ces gardiens de pierre, sculptés dans le but de demeurer éternellement aux abords du cratère, offrent un spectacle saisissant, radicalement différent de ceux qui peuplent les falaises de l'île. Gabriel Ververi, porteur de la sagesse Rapa Nui, éclaire le mystère de leur présence et de leur orientation singulière. Selon lui, chaque moai du Rano Raraku est une entité sacrée, veillant sur une partie spécifique du monde, détenteur d'un pouvoir et d'une responsabilité qui lui sont propres. C'est cette garde vigilante qui confère à l'île son surnom évocateur de nombril du monde. Les moai tournés vers le sud revêtent une importance particulière. Ils sont les gardiens des énergies venues des confins glacés de l'Antarctique, canalisant leurs forces vers une imposante pierre volcanique rouge. Cette pierre, située à la pointe d'un triangle imaginaire reliant les îles du Pacifique, est le cœur pulsant de leur pouvoir, un lien tangible entre le monde terrestre et les forces cosmiques qui régissent l'univers. Dans le cratère du volcan Rano Raraku, un spectacle saisissant se déploie. 276 géants de pierre, les moai, se dressent ou reposent sur le sol, témoignant de l'ingéniosité et de la spiritualité d'une civilisation ancienne. La diversité de leur taille, allant de 3 à 22 mètres, fascine et interroge, ajoutant à l'aura mystique de ces colosses. La répartition de ces statues en deux groupes distincts, l'un semblant être attiré par le cœur même du cratère volcanique et l'autre s'élançant vers l'immensité de l'océan, soulève des questions sur leur signification originelle et leur fonction au sein de la société Rapa Nui. La matière même dans laquelle ces géants sont sculptés intrigue. Certains, façonnés dans une roche qui semble défier les éléments, restent immaculés comme protégés des assauts de la pluie, du vent et de l'érosion, tandis que d'autres portent les stigmates du temps, recouverts de mousse et érodés. Cette différence de résistance aux forces naturelles a donné naissance à une croyance locale. Les statues non couvertes par le lichen sont encore vivantes, comme si leur matière avait la capacité de capter et de conserver les ondes d'énergie vitale. Cette idée rejoint celle d'objets dits magiques dans de nombreuses cultures, capables de retenir les forces cosmiques. Selon les expériences et les considérations ésotériques, des matériaux tels que le cuivre, le bois dévitalisé ou le basalte peuvent servir de réceptacle à ces énergies. Ainsi, les moai de l'île de Pâques, au-delà de leur fonction de gardiens de mémoire ou de marqueurs territoriaux, pourraient également être perçus comme des collecteurs de force,
des points de convergence entre le monde terrestre et des dimensions spirituelles plus vastes. Fait est qu'au pied du volcan, un spectacle d'une intensité presque surnaturelle se déploie. Les moaïs de la première époque, des colosses de pierre nés de la main des sculpteurs anciens, restent figés dans ce paysage qui évoque les terrains lunaires. Ces statues, contrairement à d'autres dispersées sur l'île, n'ont jamais été destinées à orner les ahus, les plateformes cérémonielles. Elles étaient vouées à demeurer là, au cœur de la carrière volcanique, comme si elles gardaient le secret de leur propre création. L'atmosphère qui règne dans ce lieu est empreinte de grandeur, mais aussi d'une angoisse palpable. On a l'impression que le temps s'est arrêté net, figé par une force cataclysmique. L'abandon soudain de ce lieu de création, où résonnaient jadis les coups précis des outils sur la pierre, interroge. Pourquoi ces artistes, véritables sculpteurs de Dieu, ont-ils cessé brusquement leur œuvre? Les vestiges laissés sur place, ces outils primitifs et ces statues interrompues dans leur élan, semblent être les témoins muets d'un arrêt brutal de l'activité. Plus de 80 œuvres inachevées suggèrent qu'un événement soudain a mis fin à la taille des statues sans signe avant-coureur d'un déclin progressif. La question demeure, quel désastre a bien pu frapper ces artistes et leur communauté pour provoquer un tel silence? Les hypothèses sont nombreuses. Une guerre fratricide qui aurait déchiré la communauté, la folie d'un roi obsédé par la grandeur de son projet au point de perdre le sens des réalités, un cataclysme naturel tel qu'un impact météoritique d'une proximité destructrice, ou encore une épidémie foudroyante décimant la population. Ce sanctuaire de pierre, avec ses géants éternellement immobilisés, reste un mystère, une énigme engloutie par le silence des siècles. Comment marchaient les moaïs? La question du transport des statues moaïs de l'île de Pâques jusqu'aux ahus, ces plateformes cérémonielles éparpillées à travers l'île, demeure l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie de cette région. Malgré de nombreuses théories et expérimentations, dont celle notable de l'expédition norvégienne en 1956, le mystère reste entier. L'expédition avait tenté de déplacer un moaï en utilisant des cordes et en le traînant sur un terrain de sable, une condition topographique unique à Anakena et non représentative des divers terrains de l'île. Cette expérience, bien qu'instructive, n'a pas fourni de preuves concluantes, principalement parce que le moaï testé était parmi les plus petits et que le déplacement s'est fait sur un sol sablonneux, sans aspérité, ce qui ne reflète pas les conditions rencontrées sur la majeure partie de l'île. La complexité du problème s'accroît lorsqu'on considère le poids des plus grandes statues qui peuvent atteindre 20 tonnes. Le défi du transport sur un terrain majoritairement composé de lave rugueuse et inégale semble insurmontable avec les méthodes et technologies supposées disponibles à l'époque de la construction des moaïs. Les théories abondent, allant de l'utilisation de rondins de bois comme rouleaux à l'idée que les statues auraient été déplacées à l'aide de cordes et de mouvements coordonnés en passant par des systèmes de traîneaux ou de luges. Cependant, aucune de ces théories n'a pu être définitivement prouvée à ce jour, laissant planer le mystère sur les méthodes employées par les anciens Rapa Nui pour accomplir ces prouesses d'ingénierie avec les moyens dont ils disposaient. Face à l'absence d'explications concrètes, la réponse unanime des indigènes intrigue et fascine. Selon eux, les moaïs se seraient déplacés par le mana, une force spirituelle ou surnaturelle. Cette croyance, partagée par l'ensemble de la population locale, indique que seuls 2 hommes possédant ce mana avaient le pouvoir de mouvoir ces colosses de pierre, une fois les sculptures achevées. Loin de relever de la simple anecdote,
Cette explication uniforme soulève des questions sur la compréhension et l'interprétation des capacités humaines et des forces de la nature dans les cultures anciennes. Bien que la notion de mana, en tant que force motrice littérale, puisse prêter à sourire aux yeux de la logique moderne, elle invite à une réflexion plus large sur les connaissances et les technologies potentiellement perdues au fil des siècles. Dans un monde où la science a dévoilé tant de mystères, l'hypothèse d'une utilisation ancestrale de forces telles que l'électromagnétisme ou l'antigravitation, bien que spéculative, ne peut être entièrement écartée. L'histoire de l'humanité regorge d'exemples où des vérités autrefois jugées impossibles ou ridicules ont finalement été démontrées. Il est donc crucial d'aborder ces récits avec un esprit ouvert, reconnaissant que notre compréhension actuelle de l'univers est loin d'être complète. Les propos des indigènes, témoins d'une tradition orale séculaire, pourraient détenir des fragments de vérité encore inexplorés par la science moderne. Cette perspective, loin de reléguer ces croyances au rang de superstition, les positionne comme des pistes potentielles pour de futures découvertes, dans la quête incessante de l'humanité pour comprendre son passé et les capacités extraordinaires qui pourraient avoir été les siennes. La présence de statues massives déplacées sur la falaise du volcan de l'île de Pâques, sans laisser de traces de leur passage, défie en effet toute logique conventionnelle. La question du transport de ces monolithes de 10 à 20 tonnes par-dessus d'autres statues, sans aucun signe apparent d'outils ou de méthodes utilisées, reste un casse-tête pour les chercheurs. L'argument selon lequel une civilisation en âge de la pierre polie ne pourrait pas réaliser de telles prouesses architecturales est remis en question par des exemples à travers le monde, où des sociétés dites stationnaires ou régressives ont réalisé des prouesses architecturales ou artistiques remarquables, défiant les perceptions modernes de la technologie et du progrès. Il est crucial de rester ouvert au possible, surtout en archéologie, où les découvertes récentes continuent régulièrement de repousser les limites de notre compréhension historique. Il n'y a pas si longtemps, l'idée que l'humanité ne datait que de 100 000 ans était largement acceptée, une notion désormais obsolète au vu des avancées scientifiques. Les récits indigènes attribuant le déplacement des statues au mana, une force ou énergie spirituelle, bien que difficile à accepter pour l'esprit rationnel, ouvre la porte à des interprétations qui pourraient un jour trouver un écho dans des domaines scientifiques tels que la parapsychologie ou l'étude des champs magnétiques. L'île de Pâques, avec son passé mystérieux et son magnétisme particulier, pourrait détenir des clés inattendues pour comprendre des phénomènes qui dépassent notre cadre logique actuel. La fascination pour les méthodes utilisées pour transporter et ériger les statues Moai de l'île de Pâques s'accompagne d'une série d'observations et de théories qui défient l'explication conventionnelle. L'affirmation d'un indigène selon laquelle les statues avanceraient debout, tournant en demi-cercle sur leur base ronde, évoque l'image d'un mécanisme presque électromagnétique. L'expédition norvégienne a tenté de démontrer la faisabilité de l'érection des Moai par des méthodes traditionnelles, réussissant à redresser une statue de taille relativement modeste. Cependant, cette réussite ne résout pas le mystère des statues plus imposantes, ni de celles perchées sur les ahus avec leurs pukao, les chapeaux de pierre rouge, certains placés à des hauteurs vertigineuses, sans trace visible des moyens utilisés pour les hisser. La présence d'une statue de 22 mètres de hauteur, pesant environ 50 tonnes, reste l'un des plus grands mystères. Avec des dimensions dépassant l'entendement, un visage et un cou de 7 mètres de hauteur pour 3 mètres de diamètre et un nez de 3,40 mètres de long, cette statue, toujours attachée à la roche de la falaise du Rano Raraku, représente un défi logistique monumental.
le fait que l'île ne disposait pas de bois en quantité suffisante pour créer des leviers ou des rampes de lancement à l'époque de la construction des Moai rend encore plus perplexes les chercheurs et les passionnés d'histoire. Les techniques de construction cyclopéenne, connues dans d'autres régions de la Polynésie, ne semblent pas applicables ici, étant donné la nature unique et la taille massive des sculptures de l'île de Pâques. La découverte de la statue accroupie sur l'île de Pâques, révélée par l'expédition norvégienne dirigée par Thor Heyerdahl, représente un moment clé dans la compréhension de l'histoire et de la culture de cette île mystérieuse. La particularité de cette statue, avec sa barbe distincte, suggère fortement une influence ou une origine extérieure à la culture polynésienne, traditionnelle, peut-être même précolombienne. Une hypothèse qui rejoint les croyances de Heyerdahl concernant les migrations anciennes. La ressemblance de cette statue avec les représentations du dieu des Olmecs, une civilisation de l'ancien Mexique, est frappante et soulève des questions passionnantes sur les interactions entre les peuples de l'Océanie et ceux des Amériques bien avant l'arrivée des Européens. Cette connexion est d'autant plus intrigante que les Olmecs étaient souvent appelés les hommes de l'eau salée, un terme qui évoque des voyages et des explorations maritimes. Des informations supplémentaires fournies par un habitant de l'île révèlent l'existence de 2 Moai féminins avec des caractéristiques distinctes, telles que des corps entièrement sculptés, y compris les jambes, et situés près d'un autre Moai marqué d'une gravure de bateau. Cette proximité thématique entre les représentations féminines et les symboles maritimes pourrait indiquer une importance particulière accordée à la mer et au voyage dans la culture de l'île de Pâques. L'un des aspects les plus remarquables de ces statues est la représentation des mains jointes au niveau du nombril, avec de longs ongles effilés, une caractéristique peu commune dans l'art polynésien. Cette posture, associée à la méditation et aux signes de la connaissance dans d'autres cultures anciennes telles que la Chine et chez les Incas, suggère une dimension spirituelle et intellectuelle profonde, éloignée des exigences du travail manuel. Ces découvertes, tout en enrichissant notre compréhension de l'île de Pâques, ouvrent également de nouvelles pistes de réflexion sur les liens culturels et spirituels entre les civilisations anciennes à travers le monde. Elles mettent en lumière la complexité et la diversité des influences qui ont façonné les sociétés insulaires du Pacifique, défiant ainsi les perspectives simplistes sur le développement et l'isolement des cultures préhistoriques. Le bois parlant. L'un des mystères les plus captivants de l'île de Pâques réside dans l'existence de son système d'écriture unique, souvent qualifié d'idéographique ou pictographique, mais dont la signification exacte échappe encore aux chercheurs. Cette écriture, distincte par son absence dans le reste de la Polynésie, a fait l'objet de nombreuses études, allant des premières analyses par l'évêque Tepano Jausen à des recherches plus récentes, comme celle du professeur Thomas Bartel de l'Université de Hambourg. Malgré ces efforts, aucune interprétation définitive n'a été trouvée pour ces idéogrammes gravés sur des tablettes connues sous le nom de Kohau, Rongo, Rongo ou bois parlant. Cette appellation en elle-même est révélatrice, suggérant que ces tablettes servaient de support de communication ou de transmission d'informations. La terminologie Rongo-Rongo, qui peut être interprétée comme commissionnaire-transmetteur, renforce cette idée, indiquant que les tablettes étaient utilisées pour véhiculer des messages ou des connaissances. Les détenteurs de ce savoir, appelés Maori Kohau Rongo Rongo ou savants transmetteurs d'écriture, jouaient un rôle crucial dans la conservation
et la transmission de la culture et des connaissances de l'île. Cependant, la capture et l'asservissement massif de la population par des raideurs péruviens en 1862, suivi de l'arrivée des missionnaires, ont entraîné la disparition quasi totale de ces érudits et, avec eux, la clé pour déchiffrer ces écrits anciens. Ce drame historique a non seulement anéanti une grande partie de la population de l'île, mais a également précipité la perte de leur culture originale, emportant dans l'oubli les secrets de l'écriture rongo-rongo. Malgré de nombreuses tentatives de déchiffrement, depuis les premières analyses par l'évêque Jossen jusqu'aux études plus récentes, personne n'a réussi à fournir une interprétation complète et universellement acceptée de ces symboles. L'expression Kohau Rongo Rongo, souvent traduite par bois parlant, pourrait en réalité se référer à des transmetteurs d'inscriptions ou de messages, soulignant leur rôle potentiel comme vecteur de connaissances ou d'histoire. Les efforts de Monseigneur Jossen et de Miss Routledge pour percer les secrets de ces inscriptions se sont heurtés à de multiples obstacles, notamment la réticence des derniers initiés à partager leur savoir avec des étrangers. Cette réticence s'inscrit dans un contexte plus large de préservation des connaissances sacrées, accessibles uniquement à des cercles restreints tels que la famille royale, les chefs de district et les gardiens du savoir, les Maoris Kohau Rongo Rongo. La complexité de l'écriture Rongo Rongo, qui pourrait comporter plusieurs niveaux de signification, ésotérique, hiératique et peut-être même démoniaque, à l'instar des hiéroglyphes égyptiens, ajoute une couche supplémentaire de complexité à son interprétation. Cette richesse potentielle de sens souligne la profondeur de la culture Rapa Nui et le défi majeur que représente la compréhension de son héritage écrit. L'étude de M. de Hevesy apporte une perspective fascinante en mettant en parallèle les idéogrammes de l'île de Pâques avec ceux découverts dans les anciennes civilisations de la vallée de l'Indus, à Mohenjo-Daro et Harappa. Cette comparaison soulève l'hypothèse intrigante d'un lien culturel ou d'une influence commune entre ces régions éloignées, bien que cette piste de recherche semble n'avoir été que partiellement explorée. L'information relayée par un habitant de l'île de Pâques, selon laquelle la première race aurait inventé l'écriture rongo-rongo gravée sur pierre et que cette forme d'écriture ne subsisterait qu'en Asie, parmi les territoires autrefois peuplés par cette première race, ajoute une couche supplémentaire de mystère. Cette affirmation, couplée à la tradition rapportée par le docteur Stéphane Chauvet, selon laquelle le roi Otumatua aurait apporté 600 textes sur des feuilles de bananier, suggère que l'écriture rongo-rongo pourrait ne pas être originaire de l'île de Pâques. Le questionnement sur l'unicité de cette écriture à l'île de Pâques, sans équivalent dans les autres archipels du Pacifique, demeure sans réponse, principalement en raison du manque de recherches approfondies dans ces régions. Les idéogrammes de l'île de Pâques pourraient contenir une essence de concentration et de vie semblable à la puissance des symboles mathématiques qui transcendent les frontières culturelles et linguistiques pour devenir un langage universel. Les exemples de symboles universellement reconnus, tels que les cercles concentriques symbolisant les ondes de vie et les lignes entrecroisées, illustrent comment certains motifs peuvent être immédiatement compris et interprétés à travers différentes cultures anciennes. Ces symboles, inscrits dans des cercles, pourraient représenter l'incarnation et la sublimation, ou l'essence de la vie, touchant à des connaissances profondes et potentiellement dangereuses. Cette réflexion sur l'écriture rongo-rongo et les symboles universels soulève des questions fondamentales
sur les origines de la communication humaine, la transmission du savoir et la possibilité d'une sagesse ancienne partagée à travers le temps et l'espace, défiant notre compréhension actuelle. Message de l'île du silence. L'histoire de l'île de Pâques, telle qu'elle nous est transmise par les récits des anciens, s'ouvre sur un chapitre fascinant de l'histoire humaine. Selon ces narrations, il est plausible que dès le 5e siècle après Jésus-Christ, des navigateurs polynésiens aient abordé les rivages solitaires de ce que l'on nomme aujourd'hui l'île de Pâques, ou l'île du silence. Leur arrivée marquerait le début d'une histoire riche et complexe, caractérisée par des vagues successives de migration, notamment celles emmenées par Otumatua et Anua Motua durant le XIIIe siècle. Ces explorateurs, après un périple à travers les Marquises, les Tuamotu et les Gambiers, découvrirent une île imprégnée d'une culture déjà établie, peuplée par les vestiges d'une première race mystérieuse. Les nouveaux arrivants, héritiers des traditions polynésiennes, s'attelèrent à la construction des ahus et à l'érection des statues moaï, laissant leur empreinte indélébile sur l'île. Mais l'île de Pâques recèle également les traces d'un passé encore plus ancien, témoignant de l'existence d'une civilisation antédiluvienne à l'origine de son fabuleux héritage culturel. Cette civilisation, venue de l'Est, dépasse la simple notion de peuplement précolombien et soulève des questions fondamentales sur l'histoire de l'humanité et les connaissances perdues d'un monde ancien. La recherche archéologique sur l'île de Pâques ne se limite donc pas à une quête esthétique. Elle révèle une histoire profonde et troublante qui défie nos conceptions du temps et de l'éthique. La reconnaissance de cette race prédiluvienne, dotée d'une connaissance avancée et d'une compréhension profonde du cosmos, pourrait ébranler les fondements de la science moderne. Les conversations nocturnes au campement des Mazières, éclairées par la voûte céleste et le passage des satellites, ont révélé des informations capitales. Ces récits, transmis avec une précision littérale, apportent un nouveau éclairage sur les mystères de l'île et invitent à une réflexion plus large sur notre place dans l'histoire de la Terre et dans l'immensité de l'univers. Voici ce que Francis Mazières a enregistré mot à mot dans son calepin, exactement comment ces révélations angoissantes et sidérantes lui ont été révélées. Les habitants de Jupiter ont réglé les accords des planètes. La statue, amenée en Belgique, est une des plus anciennes, mais sa force lui a été complètement enlevée. La briseuse des vagues. La première planète que les hommes vont connaître est Vénus. Notre corps ne peut résister plus de 2 mois sur les planètes. Toutes les planètes adorent le Soleil. Peu d'étoiles sont habitées. Il existe des gens parmi nous que nous ne pouvons pas voir. Une tablette très sacrée a été volée à l'île de Pâques. La ville dans laquelle elle se trouvait a été brûlée. Louvain, en Belgique. Note historique. La Première Guerre mondiale est l'une des pages les plus sombres de l'histoire de Louvain. Occupée dès le 20 août 1914 par les troupes allemandes qui ont pénétré en Belgique 2 semaines plus tôt, la cité universitaire, dans l'actuel Brabant flamand, voit une fusillade se déclencher le soir du 25 août. Les Allemands allument alors des feux en divers endroits de Louvain qui détruiront un bon millier de maisons et des bâtiments publics, dont l'imposante bibliothèque. Le courant et la lumière de Vénus sont produits par l'air. 2 planètes
Jupiter et Mars manquent d'électricité naturelle. Elles ressemblent à la Terre. Il n'y a pas de vent. Seule notre Terre possède des hommes de différentes couleurs. Il y a un seul soleil et personne ne peut y vivre. Des gens vivent sur la Lune. Il existe une planète sans plantes, sans terre, formée juste d'eau et de pierre. Les formes humaines qui y vivent sont différentes et naissent dans l'eau. Sur cette planète existent des mines de métaux différents des nôtres, et particulièrement un métal unique, plus fin que l'or, de couleur vert-noir, bleu, jaune, rouge. La planète est formée d'une boule de pierre et de fer. Il faut percer la croûte de fer par un feu de pierre pour atteindre le métal. Le métal se produit très fin, par feu de pierre et d'eau. Il peut être employé comme tissu. L'île de Pâques fut différente. Il n'y avait pas de pluie, mais résurgence d'eau de la terre. Elle avait la même forme. Le climat était très chaud et des plantes énormes y poussaient. La race première de l'île exista sur 2 îles de Polynésie, sur une partie de l'Asie et sur une partie de l'Afrique sur laquelle vivent les volcans. Une île du Pacifique a reçu en garde le pouvoir mort à l'île de Pâques. Dans cette île, et c'est le seul endroit au monde, où vivent encore quelques exemplaires de l'arbre ancien qui poussait sur les 4 parties du monde. L'arbre de vie ne possédait pas de fruits. Il y a des milliers d'années, la pierre du Rano Raraku était différente et dure. C'est le changement de climat qui a modifié la contexture de la roche. Il y avait des animaux sur l'île de Matakiterani. Les volcans apparurent au temps de la première race. C'est tout ce que nous savons. Alors voilà, chers amis, nous voici arrivés au terme de cette incroyable odyssée au cœur de l'île de Pâques, un récit qui, je l'espère, a su captiver votre attention et exalter votre imagination. Nous avons traversé ensemble la terre des géants de pierre, exploré des cavernes secrètes et plongé dans les récits anciens des Rapa Nui. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir partagé cette aventure avec moi. Votre curiosité et votre soif d'aventure sont les véritables moteurs de ces explorations. Et c'est ensemble que nous donnons vie à ces récits oubliés. Mais notre quête de connaissances et de mystères ne s'arrête pas ici. D'autres récits extraordinaires nous attendent, d'autres terres lointaines et cultures anciennes à découvrir. Je vous invite donc à rester à l'écoute, car de nouvelles aventures se profilent à l'horizon, prêtes à nous emporter vers l'inconnu. En attendant notre prochaine escapade, je vous souhaite de garder cette flamme de curiosité et cet élan d'aventure bien vivant. Prenez soin de vous et des vôtres, et n'oubliez jamais que le monde regorge de mystères à résoudre et d'histoires à raconter. À très bientôt pour de nouvelles aventures, mes amis. Gardez l'esprit ouvert et le cœur rempli d'audace. Bye, bye.